Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Cette semaine, on vous amène dans l'Irlande du Nord des années 60 avec le Belfast de Kenneth Branagh. On vous amène dans les méandres du bureau d'enquête et d'analyse de sécurité de l'avion civil française avec Boîte Noire, un thriller aéronautique, ainsi qu'un documentaire sur les migrants au Québec, Seul. Bonne semaine, Jeff. Bonne semaine, Patrick. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Petite semaine en termes d'annonces, d'actualité de bande-annonce, mais on ne peut pas passer à côté d'une bande-annonce d'un nouveau film, Catastrophe, qui sortira en janvier. Début février. Début février, excuse-moi. Oui, le 4 février. Roland Emmerich, qui est surtout connu pour ses films Independence Day, The Day After Tomorrow et 2012, donc le maître du genre de film catastrophe. Oui, exactement. Revient avec une prémisse qui peut être quand même intéressante, mais je pense que ça s'adresse vraiment à un public très précis. Ben, c'est un genre de film qui est agréable sur grand écran, ouais, là, au cinéma. Faut donner à ce genre-là. Tout explose, la fin du monde, des tsunamis, des gens qui se sauvent en hélicoptère. C'est quand même épatant, impressionnant. Mais oui, juste le nom Moonfall, là, c'est comme... Ben, c'est digne d'un James Bond, là. C'est ça, là, la chute de la Lune. Puis, ouais, ce qu'on comprend, il y a comme une conspiration. En tout cas, lorsque il y a eu l'émission sur la Lune, il y aurait quelque chose de caché. Et il y a un événement qui provoque que la Lune perd son orbite et va s'écraser ou rentrer en collision avec la Terre. Évidemment, deux anciens astronautes devront mener cette mission-là avec un conspirationniste. Donc, on retrouve Halle Berry, Patrick Wilson de la série La Conjuration, et John Bradley, un comédien que j'avais bien aimé dans Game of Thrones, qui jouait Tarly, le grassouillet, personnage qui était au mur. Mais bon, écoute, quand tu vois la bande-annonce, c'est ça. C'est à prendre avec un grain de sel. On est vraiment dans le divertissement. Mais ce qui est intéressant à savoir, depuis quelques films, là, Midway aussi, le film de guerre, il tourne à Montréal maintenant, Roland. Fait que, ouais, il y a beaucoup de gens impliqués. Je connais des gens qui ont travaillé là-dessus. T'as-tu des scoops? Non, malheureusement. Souvent, mon ami, elle me dit... quand la bande-annonce sort, c'est là-dessus que je travaillais. Elle travaille sur les props, donc tous les objets, les faux livres, des choses comme ça. Quand même, c'est quand même un milieu fascinant. Tout à fait. Alors, pour ceux qui aiment les films catastrophes à découvrir en février, sinon en termes d'actualité cinématographique, la plus intéressante qui a capté notre attention, c'est un nouveau film qui sera produit et qui devrait mettre en vedette Leonardo DiCaprio dans une vraie histoire véridique qui est quand même assez intéressante, celle de Jim Jones, le meneur du culte de Jamestown. Ouais, intéressante, mais triste. Ouais, tragique, tout à fait. C'est tragique. Ben, cela dit, de ce que j'ai vu, c'est pas encore confirmé, mais contrairement au monde du sport, là, quand la rumeur se rend jusque-là, d'habitude, c'est que ça va fonctionner, alors que dans le sport, c'est l'inverse. Là. Les rumeurs qu'on entend, c'est pas elles qui ont lieu. Ouais, c'est ça, c'est MGM, en fait, qui va aussi coproduire et distribuer le film, si on veut, d'une certaine façon. MGM qui a été acquis par Amazon pour quelques milliards de dollars récemment, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont l'air encore très enclins à faire des sorties cinématographiques. Là. On pense juste au dernier James Bond ou la saga Gucci qui sort bientôt, Cyrano, Licorice Pizza. Ils ont vraiment des gros titres, puis c'est toujours pour le grand écran. Oui, puis c'est quand même une ligne éditoriale assez intéressante aussi, là, comme projet, en tout cas les prochains films. Là, je trouve ça intéressant. Ils vont quand même chercher des cinéastes établis. Ouais, c'est ça. MGM, c'est peu, aussi une grosse bannière. Fait que je pense pas qu'Amazon va se l'approprier puis la transformer, ils la prennent pour ce qu'elle est et pour le catalogue aussi qui vient avec. Ouais. Mais Jim Jones, en fait, c'est toi qui finalement qui connais ça un peu plus que moi. Ouais, écoute, moi j'étais trop jeune. Ouais, moi j'étais trop jeune. Aussi à l'époque, en fait, je sais que le triste événement s'est déroulé en 1978. Mais il y a quelques années, j'avais vu un excellent documentaire sur ce culte-là. En fait, Jim Jones, c'était lui qui est responsable là, pour le fameux suicide de pacte, de suicide collectif là, des membres de sa communauté, de sa secte religieuse.
lorsqu'ils avaient bu du Kool-Aid empoisonné de cyanure. Donc, plus de 900 membres et 300 enfants qui avaient été retrouvés dans ce charnier-là. Et c'est vraiment une histoire rocambolesque parce que ce meurtre-là a été perpétué après que, là, je ne sais plus si c'était un sénateur ou un membre du Congrès, mais vraiment quelqu'un là, du gouvernement américain qui était débarqué avec des journalistes pour enquêter sur la secte. Puis lorsqu'ils étaient repartis, ils s'étaient fait tirer dessus par des membres. Et la journaliste est toujours vivante. Elle avait survécu, je pense, à 4 balles dans son corps. En tout cas, c'est vraiment fou. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. DiCaprio, vraiment, écoute, il excelle toujours. Là. Il choisit bien ses projets. Ce qui est intéressant aussi, c'est le choix du scénariste Scott Rosenberg, quand même, qui est connu pour un autre genre, là, qui avait fait les deux derniers Jumanji, Venom. Donc là, ça s'en va dans un drame, un film plus intense. Mais écoute, ça peut être super intéressant. Ben, en fait, l'idée vient du scénario. Dans le fond, lui a écrit le scénario, MGM l'achète, puis ce serait coproduit avec DiCaprio. Fait que c'est un plus-value, là. Quand Leonardo s'immisce dans un projet, d'habitude, c'est que la qualité va être au rendez-vous. Fait que peut-être qu'on se fiera pas trop nécessairement à sa feuille de route de ce scénariste-là. Il a fait des grosses productions, puis il a eu les budgets pour accoter ça, mais c'est pas dans la lignée des grands films, disons. Là. Ouais, puis mais tu sais, faut pas oublier non plus que les scénaristes crédités sur l'écran, c'est pas toujours celui non plus qui a fait le résultat final. Là. C'est une démarche assez complexe au niveau de la guide pour les crédits, puis souvent, il y a plusieurs scénaristes qui retouchent un scénario en cours de route. Là, donc, à voir. Éventuellement, le film devrait, j'imagine, aller en production au courant de l'année 2022, là, dès que tout sera finalisé. Sinon, quand même, une petite nouvelle intéressante pour les fans de Peter Jackson, qui a vendu, en fait, une partie de ce que je comprends, de ce que j'ai lu de sa société, dis-je, d'effets visuels Weta Digital. Donc, on se souvient un peu à la manière de George Lucas et son High Industrial Light and Magic. Jackson, dans les années 90, avait fondé sa propre petite société Weta Digital pour faire les effets visuels de ses films. Et, écoute, ça passait à l'histoire avec les Lord of the Rings, évidemment. Weta a travaillé sur toutes les productions de Jackson, mais aussi sur la dernière trilogie de La planète des singes, pour laquelle ils ont fait un travail hallucinant. Avatar aussi, James Cameron. Donc, ils ont vendu ça à Unity Software, une entreprise numérique, là, pour quand même la rondelette somme de 1,625 milliards. Donc, pas si mal quand même. Ouais, exact. C'est un bon retour sur investissement. Mais eux, leur but, c'est vraiment d'utiliser cette technologie-là pour créer un metaverse, dans le fond, un méta-univers. Là. Fait que ce serait comme Mark Zuckerberg aussi en parlait avec son changement de nom de compagnie récemment. Là, on quitte le domaine du cinéma tranquillement, mais c'est d'avoir... Le futur de l'Internet, ça serait une espèce de réalité 3D. Fait que ce qu'on comprend, c'est que la compagnie qui a réussi à faire des effets incroyables pour ces films de grande ampleur-là de Peter Jackson et autres, ils disent, finalement, on mettrait plus ça dans l'écran, mais tu pourrais vivre dedans ou quelque chose comme ça. Là. Fait qu'on se rapproche de Ready Player One tranquillement. Vraiment, écoute, vraiment, on mise là-dessus, évidemment. Puis ce qu'on comprend justement, c'est vraiment le côté software vraiment informatique de la compagnie là, qui était vendue à ça, parce que Jackson serait toujours à la tête vraiment du secteur effets visuels cinéma, donc il demeure actionnaire de ça. Donc à suivre dans les prochaines années. Si on n'a pas de date à annoncer pour le metaverse. Non. En développement. Sinon, en termes de sortie, écoute, c'est une semaine relativement tranquille. Ça dépend des genres, parce que si on commence avec Belfast, ça s'inscrit définitivement dans la course aux Oscars. Là, il y a un gros buzz. Écoute, ça a gagné plein de prix, très bien accueilli dans les différents festivals pour lesquels il a été présenté cette année. Donc, Belfast, un film de Kenneth Branagh. Alors, Kenneth Branagh, pour ceux que... Le nom peut-être vous dit quelque chose. Il est vraiment, je dirais, l'expert des adaptations des films de Shakespeare des 20 dernières années ou 30 dernières années. Connu pour Henri V, entre autres, qui avait valu des nominations aux Oscars. Much Ado About Nothing.
avec à l'époque sa femme Emma Thompson, qui est moi dans mes films fétiches, vraiment une comédie que j'adore beaucoup. Elle avait fait son Hamlet version intégrale qui dure 4 heures de temps. Okay. Donc quand même. Et je l'avais vu 2 fois en salle. Donc moi, je suis un inconditionnel. J'aime bien Branagh. J'aime ses films de Shakespeare, mais il a fait d'autres petits films vraiment intéressants, dont Dead Again, qui est vraiment un excellent thriller qui date début des années 90 sur la réincarnation et tout ça. Donc là, il revient aux sources. En fait, il s'inspire de sa vie, parce que Belfast parle d'un jeune garçon dans les années 1960 en Irlande du Nord, n'est-ce pas? Oui. Ben en fait, juste avant d'enchaîner avec les synopsis, je me rends compte que moi, je connaissais pas vraiment mon Branagh avant 2000. OK. Mais les productions que tu as nommées, là, comme les Hamlet, Henri V, c'était beaucoup quand il était aussi et réalisateur et comédien principal. Mm-hmm. Fait qu'il s'en est souvent sorti avec une nomination pour les deux, pour réalisateur et pour comédien aux Oscars, mais il n'a jamais gagné. Toi, t'as dû découvrir dans Harry Potter. Oui, c'est exactement j'oublie son nom de professeur. Gilderoy Lockhart. Exactement, professeur Lockhart. Le deuxième. Puis, il a réalisé aussi, je me souvenais plus, c'est lui qui a réalisé le premier Thor en 2011. Ouais. Puis, là, plus récemment, là, le retour de Hercule Poirot, là, Mort sur le Nil, puis le Crime de l'Orient Express qui s'en vient... non, l'inverse. Crime de l'Orient Express a joué en 2007, Mort sur le Nil s'en vient en février. Et dans Tenet, Dunkirk de Christopher Nolan, là, c'est juste quand il joue. Fait que c'est comme un visage connu et puis qui touche à tout, finalement. Très versatile, oui. Il joue dans tous les genres, tous les styles. Donc, moi, je sais que... C'est un cinéaste qui, certains trouvent peut-être un peu grandiloquent dans sa mise en scène et tout ça. Là. Je sais que son Frankenstein, à l'époque, avait été un peu mal accueilli, mais moi, je trouvais ça divertissant. Donc, mais souvent, il a tendance, c'est ça, à alterner beaucoup entre films à grand studio, à grand déploiement, et films plus intimistes. Donc, il avait ça souvent au cours de sa carrière. Donc, là, on est dans le plus intimiste. Tout à fait, oui. Alors, attaquons au synopsis. Comme tu as dit, à la fin des années 60, Buddy, un petit garçon un peu rêveur qui grandit au sein d'une famille ouvrière à Belfast, en Irlande du Nord. Alors, c'est à l'époque où la ville est secouée par les émeutes qui opposent les protestants et les catholiques. Dans un peu le début de ce qu'on appelle les troubles là-bas. Et ses parents, comme plusieurs, hésitent entre partir ou rester. Puis lui, Buddy, de plus, il est fasciné par une petite fille du voisinage. Puis il découvre aussi le cinéma en échangeant beaucoup avec ses grands-parents. Fait que c'est un coming of age, là, comme traditionnel, mais dans un contexte de guerre. Fait que... Rapidement, là, c'est sûr que ça rappelle un peu Jojo Rabbit aussi, sur le contexte, le fait de présenter un événement réel puis assez tragique, mais sous le regard un peu naïf d'un enfant. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un film... Écoute, Branagh donne toujours quand même dans le bon sentiment. C'est jamais des films très, très lourds. Oui, c'est un film... un feel-good movie, en quelque part. Là, c'est quand même quelque chose d'intéressant à voir, comme tu dis, sous les yeux de ce jeune garçon-là, parce que dans le fond, sa famille, finalement, fait face à l'idée de déménager en Angleterre. Donc, il va chambouler, évidemment, ce qui est arrivé vraiment à Kenneth Branagh. Donc, il a quitté à un jeune âge l'Irlande pour l'Angleterre. Quand même un casting assez solide. On retrouve Judi Dench, qui était une habituée des films de Branagh, a déjà tourné dans beaucoup de ses films. Aussi Jamie Dornan, qui est comme une espèce de comeback, ou peut-être la fin du purgatoire. Dornan est plus connu pour les amateurs peut-être du film 50 Shades of Grey, de cette trilogie-là. Christian Grey. Écoute, évidemment, les romans avaient fait jaser énormément, les films un peu moins, même si ça a un certain succès. Écoute, ça a été pas mal tourné en dérision, mais on parle vraiment de très bien de lui dans ce film-ci. Ben, je parlais de la rédemption de... avec Spencer la semaine dernière de Kristen Stewart. Ouais, puis, oui, c'est alors bon. peut-être que Jamie Dornan aussi va avoir droit qu'on passe à autre chose sur sa carrière. Mais il a fait quelques autres projets, mais ça s'est pas tant démarqué. Mais là, ici, dans le rôle du père de famille, c'est vraiment bien joué et très sympathique, là, qui veut défendre sa famille et tout. Donc, et le jeune Jude Hill qui fait ses débuts au cinéma. Donc, vraiment, un film intéressant à voir si vous voulez prendre une petite pause des films
du type Marvel ou Dune ou James Bond, quelque chose d'un peu plus intimiste et tourne en noir et blanc aussi. Ouais, faut le en noir et souligner. blanc. Donc, il a gagné aussi le People's Choice Award au TIFF, là, au Festival de Toronto, en septembre dernier. Fait que c'est vraiment pour ça qu'il est pressenti fort dans la course aux Oscars, puis en réalisation, probablement, et on parle aussi de l'actrice de soutien probablement pour Catriona Balfe qui joue la mère. Et probablement le petit garçon, Jude Hill, pourrait ramasser... c'est dur de dire qui va gagner pour l'instant. Là, on est dans la première course, c'est d'abord d'avoir des nominations, exact, le premier volet. Alors, le film pourrait s'inscrire vraiment fort là-dedans. Ah, puis je voulais ajouter, pardon, que oui, comme tu as dit, le film est en noir et blanc, mais c'est toute une expertise de tourner en noir et blanc. Là. On fait pas juste tourner en couleur puis flipper ça noir-blanc. Là, au niveau toute la composition, exactement, de la réalisation photo, c'est vraiment une manière différente de travailler pour que ça n'a pas l'air terne, mais que ça a l'air lumineux, finalement, à l'image. Puis c'est vraiment une réussite là, dans ce cas-ci. Oui, puis Feb Branagh est habile à utiliser le noir et blanc. Il le fait souvent dans ses films. Dead Again, toute la partie antérieure, passer des personnages dans noir et blanc. Il avait tourné une petite comédie aussi dramatique, In Midwinter's Tale, me semble le titre. Ça remonte à loin, mais donc aime bien utiliser aussi ce médium-là. Dans un tout autre registre, il y a un bon petit thriller français qui s'intitule Boîte Noire, que je pourrais peut-être comparer à un film des dernières années, peut-être Les Traducteurs, pour ceux qui ont peut-être vu ce film-là ou qui ont entendu parler, qui se passe dans le monde de l'édition. La comparaison est que ça nous présente vraiment un métier, un monde qui nous est vraiment inconnu, qu'on n'a pas souvent accès. Et c'est ce que j'ai trouvé fascinant avec Boîte Noire, là, qui parle d'un enquêteur qui doit analyser les boîtes noires, tout ça, suite à un crash d'avion. Ouais, exact. C'est pas mal. C'est bien résumé le synopsis pour pas aller plus loin que ça et trop en divulgacher. Mais réalisé par moi, un réalisateur que je connaissais pas, j'avais pas vu ses films précédents. Et toi, tu avais vu, je pense, un de ses films de Yann Gozlan. Ouais, exactement. En 2012, il avait fait Un homme idéal, que beaucoup de films s'appellent Un homme idéal. Fait que c'est pas lui avec Patrick pas Patrick Huard, mais Roy Dupuis, là. Non, c'est ça. Ah, peu importe, là, je me suis égaré. Je me rappelle plus. Ouais, je me suis mêlé dans des comédies parce qu'à il y avait Jean Suis, puis il y avait Un homme idéal avec Marie-Lise Pilote. C'est ça, voilà. Ouais, c'est ça. Mais bref, évidemment, c'est pas ça. J'ai comme raté ma blague. C'est avec Pierre Ninet et il retrouve encore Pierre Ninet ici pour Boîte Noire, qui est comme un acteur... un jeune acteur très établi en France. Jeune acteur, il doit avoir une trentaine d'années maintenant, là, on a connu beaucoup en 2014, Yves Saint-Laurent, qui jouait le rôle titre. Qui avait gagné un César, d'ailleurs, pour son interprétation. Oui, exact. Puis, plus récemment, dans le dernier OSS 117, là, cet été, là, c'était lui le plus jeune, le OSS 1011, je pense, ou 1001, je me souviens plus. Que je n'ai pas vu. En tout cas, c'est le jeune coq qui venait narguer le Hubert de la Batte. Alors, Pierre Ninet, c'est notre enquêteur qui analyse les boîtes noires pour comprendre quelles sont les causes d'un crash, les défectuosités. Puis là, il se retrouve un peu dans une grande enquête, comme un peu malgré lui, puis à contre-courant pour essayer de voir s'il n'y a pas une machination et un haut scandale. On parlait... précédemment avec Moonfall, là, peut-être de conspiration. C'est encore un peu le cas ici, mais tu sais, tout bon suspense a besoin de ça parce que si tout le monde sont en accord avec toi, il n'y aura pas de tension dans le film. Et déjà, il fait un peu bande à part, je dirais, dans le bureau parce qu'il s'était déjà trompé sur un autre cas. Donc, il part un peu avec marqué au fer. Là. Alors, lui aussi doit prouver à lui-même qu'il peut faire le job. Exact. Puis, ce que j'ai trouvé qui rendait le personnage attachant puis sympathique pour nous, c'est qu'il est imparfait. T'sais, on dit souvent ça. Si ton héros il est comme parfait puis sans défaut, c'est dur d'être empathique envers lui. Alors que ce personnage-ci, il est trop strict, il est trop stiff, il est by the book à fond, puis ce qui vient tanner ses collègues, mais tu peux dire, ouais, mais il est tellement minutieux qu'il a peut-être raison là, quand il dit qu'il n'entend pas la même chose que les autres, mais
Exact. Fait que le film est super bien fait aussi au niveau audio, en ce sens, puisque c'est la force du film, c'est leur capacité d'écoute, puis d'analyse, puis de traficoter avec des logiciels, des trucs comme ça. Fait qu'il y a plusieurs moments, là, des effets super cool en biophonique. Fait que on pourrait penser que c'est un petit film facile, mais on revient souvent là-dessus, mais au cinéma, c'est vraiment bien là, le sentiment qu'ils nous font vivre avec ça. Donc moi je trouve que c'était un film qui rend hommage, pas ouvertement, mais par la thématique, évidemment, au classique de Coppola, The Conversation, ou encore Blowout de Brian De Palma, où le son ou l'enregistrement, évidemment, est au cœur de l'intrigue. Donc, à ce point-là, c'est hyper réussi. Et je dirais tout le reste du film, en fait, est très stylisé aussi. La direction photo, elle est super belle. Les décors, la musique aussi. Donc, à tout niveau, il y a vraiment une belle recherche dans certains plans, dans certains cadrages. Le plan d'ouverture aussi, avec alors qu'on est dans le cockpit de l'avion, finalement, on recule jusqu'à la boîte noire. Là. Oui, c'est ça, un genre de faux plan séquence traficoté, comme David Fincher faisait avec la chambre forte. Là, je sais plus trop. Je me souviens plus exactement du titre du film, là, mais comme on recule, on passe d'un dock de ventilation puis tout, fait qu'il y a un effet au montage pour ça, mais c'est super bien. Ça me fait penser, il y a un petit affaire que j'ai remarqué que moi j'adore. Vers le début du film, il échange des textos, des SMS avec quelqu'un. Puis il y a un historique de SMS. Moi, ça m'énerve dans les films là, ou dans les séries télé quand ils font « Ah, OK, je viens de recevoir un texto de ma blonde, elle m'écrit full souvent. » Puis c'est comme si c'était le premier texte à vie. Puis c'est comme « Ben non, c'est sûr que t'en as d'autres. Il faut que tu penses à lire le dernier en bas. » Fait que ça, je trouve que c'est une petite attention aux détails très réaliste. Puis, fun fact que j'ai remarqué, c'est que les deux avaient travaillé ensemble, comme on a dit précédemment, Yann Gonzlan et Pierre Ninet. Puis dans les deux films, le personnage s'appelle Mathieu Vasseur. Fait que c'est pas du tout le même personnage, il n'y a pas la même histoire. Mais je me demande si c'est sa manière un peu comme Francis Weber avec son François Pignon. Là. Fait que c'est comme le Gonzlan-verse, là, que peut-être tous ces personnages vont s'appeler Mathieu Vasseur à partir de maintenant. Ouais, ça mène un petit côté rigolo à la chose. Donc, Boîte Noire, si vous voulez vraiment un bon petit thriller efficace, écoute, c'est pas un grand film là, qui va vous chambouler, mais vraiment bien écrit, bien monté, dans un milieu super intéressant. D'ailleurs, le réalisateur, pour construire son histoire, a passé plusieurs semaines à travailler, à observer les gens dans ce milieu-là, parce qu'il est lui-même un passionné là, d'aviation civile. C'est ce qui lui avait donné finalement le goût d'écrire une histoire là-dessus. Ouais, je veux jamais conclure de parler de ce film-là, mais on dirait que j'ai peur que ça passe sous le radar. Ouais. Je sais pas si c'est accessible partout. Peut-être le fait que c'est pas distribué par un gros major américain, que vu que c'est français, souvent c'est comme ça passe en dessous des films américains, des films québécois, puis on fait ah oui, il y a aussi les films français, mais c'est vraiment un bon suspense. Si c'est votre genre de film, il est vraiment bon celui-là, là. Ratez-le pas. T'sais. Non, attrapez-le au vol avant qu'il quitte l'écran. Moi aussi, c'est vraiment un coup de cœur de l'année. Je dois avouer que j'ai vraiment embarqué dans l'intrigue. Sinon, dans un tout autre registre, pour les amateurs de documentaires, évidemment, c'est un peu plus rare au cinéma, mais à l'occasion, on a la chance d'en voir, donc québécois d'autant plus, sur un enjeu qui est très d'actualité, donc sur les nouveaux arrivants qui viennent s'établir au Québec. Oui, exact. Puis je dois m'en confesser d'abord, je suis un des premiers à voir les bandes annonces ou entendre parler des documentaires puis me dire ça a l'air super intéressant, mais finalement pas prendre le temps de l'écouter. Puis dans le cas de Seul de Paul Thom, je regrette pas une minute d'avoir écouté ce film-là. C'est vraiment addictif, comme tu restes vraiment accroché, c'est super bien fait, super bien monté. D'abord, je veux dire, c'est ça parle de l'immigration. En fait, c'est trois personnes, Afshin, Alain et Patricia, qui ont dû fuir leur pays, mais sans leurs parents, alors qu'ils étaient que des enfants. Ça, c'est encore plus fou. Là. Aujourd'hui, il y en a que ça fait cette histoire-là date de 20 ans, il y en a que cette histoire-là date d'il y a 2 ans. Fait que dans les 3 protagonistes, puis qui n'ont pas de lien ensemble, là, c'est juste qu'on suit chacun leur parcours. Fait que nous raconte comment ils se sont ramassés au Canada, puis pourquoi chacun a dû fuir leur situation différente. Il y en a un qui arrive d'Iran, il y en a un qui arrive du Burundi, puis la dernière d'Ouganda.
Puis le film est majoritairement en français. Il y a juste Patricia, elle, qui parle anglais, fait qu'à ce moment-là, c'est sous-titré, mais sinon, c'est en français pour le reste. Il a suivi les personnes assez longtemps, mais il a suivi une fois qu'ils sont ici au Canada, si on veut, mais ils sont quand même dans leur paperasse, puis ils expliquent leur famille d'accueil, comment ça a été, comment a été perçu. Puis la difficulté, là, il y en a que leur famille est morte, mais il y en a d'autres que leur famille est encore dans l'autre pays, puis qui peuvent juste pas être physiquement avec eux, puis que c'est super complexe. Super sympathique aussi, les scènes de reconstitution qu'ils ont faites. Ils ont choisi de les faire en animation image par image, un peu. Pas image par image, mais traditionnelle, pardon. Là, okay. Fait que dessinée. C'est vraiment beau. La musique est vraiment comme poignante, qui est souvent à ces moments-là, dans le fond, quand il n'y a pas de narration par-dessus. Ouais, comme tu dis, c'est une partie vraiment, importante. On en parle de plus en plus d'immigration et depuis vraiment longtemps, mais surtout on parle d'accueillir des travailleurs étrangers, des choses comme ça. Là, c'est vraiment des enfants qui fuient leur pays pour une question de vie ou de mort, là, littéralement. Mais c'est tellement humain là, de voir. Puis c'est pas non plus une ode au Canada là, pour ça qu'on est vraiment meilleur que les autres. C'est juste qu'on voit qu'on n'a pas de guerre civile ici, puis que aussi l'ouverture sexuelle est vraiment meilleure et tout, parce qu'il y en a une, c'est pour ça qu'elle a fui, tu sais, comment on dit ça, non? Son ouverture sexuelle vers sa bisexualité était une menace pour sa vie, fait qu'elle n'a pas eu le choix de quitter à ce moment-là, tu sais, fait on se rend compte qu'on est bien, mais que c'est ça, c'est vraiment très humain comme film, mais c'est pas non plus larmoyant comme pour nous déchirer, puis c'est juste comme positif, ça démontre aussi beaucoup d'adversité de leur part, fait que non, c'est ça. Oui, ces gens-là sont très résilients. Écoute, je peux même pas concevoir tout quitter, tout perdre et repartir à nouveau dans un pays qui n'est pas qui n'est pas ta langue maternelle non plus. Là, donc, tu qui n'est pas juste ta langue maternelle, mais tu t'arrives, tu mets le pied ici, tu n'as pas de passeport, tu connais personne, puis tu parles pas la langue, puis il neige. Oui, tout à fait. Donc, seul, encore là, attrapez-le vite parce qu'évidemment, les documentaires, malheureusement, ne restent pas souvent à l'affiche, mais qui vaut la peine d'être vu, justement, pour apprécier peut-être un peu plus notre confort. Sinon, pour les familles, quand même, un film qui peut être intéressant. Celui de Clifford. Clifford, qui est le gros chien rouge qu'on peut voir dans des histoires. Et il y a aussi une panoplie de séries de dessins animés à la télé qui existent depuis longtemps. En fait, moi, j'étais surpris de voir surtout que les livres, quand même, datent des années 1960. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression que ça faisait peut-être 20 ans que ça existait parce que je dois avouer que j'ai connu Clifford avec mon garçon. OK, mais toi, tu l'as connu avec les dessins animés? Oui, à la télé. C'est ça, fait que je pense que les livres sont vraiment plus vieux là, de Norman Bridwell. C'est ça, donc en fouillant un petit peu, je suis vraiment curieux de voir, de constater que ça existait vraiment depuis très très longtemps. Et moi, c'était surtout en anglais. J'écoutais un peu ça parce que lui qui faisait la voix de Clifford, c'était un de mes acteurs fétiches quand j'étais jeune. C'est John Ritter qui était la voix de Clifford, le Jack Tripper de Three's Company, qui était une de mes séries télé préférées quand j'étais jeune et qui est décédé vraiment de façon tragique. Là, à l'aube de ses 50 ans. Ouais, c'est ça, au milieu des années 2000. Mais là, on amène pour la première fois ce personnage-là au grand écran. Oui, puis contrairement aux livres et aux séries télé, c'est pas en animation, là, c'est vraiment en prise de vue réelle. Fait qu'on a, avec des effets de grandeur puis d'écran vert, c'est un vrai genre de... je pense que c'est un labrador là, ou quelque chose comme ça, qu'on a juste teinté rouge. Puis, là, c'est les aventures d'avoir un grand chien géant. Fait qu'ils sont à New York, c'est une petite fillette qui doit protéger son gros chien rouge, car il est convoité par le propriétaire d'un laboratoire de recherche génétique. Alors, c'est vraiment une aventure comique pour la famille, qui présente là, des super belles valeurs humaine et universelle, comme un peu l'acceptation de la différence, la justice sociale, la solidarité familiale. Fait que c'est dans les bons sentiments, comme tu disais. Fait que pour une sortie familiale, et surtout si Clifford a marqué votre jeunesse, peut-être, ça peut être très agréable. Tout à fait. Donc, au générique, on a Jack Whitehall qui jouait dans Jungle Cruise cet été. Il jouait le jeune frère un peu maniéré d'Emily Blunt, qui était très bon dans le film. Darby Camp aussi, qui s'avait découvert dans Big Little Lies, la série de Jean-Marc Vallée. Il jouait la plus jeune fille de Reese Witherspoon. Et quand même, un nom qui me surprend un peu parce qu'il
très, très méticuleux dans ses rôles. C'est John Cleese, le Monty Python. Donc, il ne tourne pas dans beaucoup de films, il est assez discret, mais bon, il a cédé à la tentation, il faut croire. Ouais, là, j'ai pas cherché là-dessus, mais parfois aussi, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un attachement envers l'image et la série. Là, fait que ça se peut. On se souvient, c'est un autre registre, mais dans le Thor 3, là, Ragnarok, c'est... et là, je vais bafouer, j'ai pas cherché ça. Le nom de la comédienne, Cate Blanchett, qui fait la méchante, comme. Puis elle avait pas tant d'intérêt pour ça, mais c'est, je pense, son garçon qui a dit « Hey, ils veulent que tu joues dans Thor, il faut que tu joues là-dedans, man, c'est ben trop hot, tu sais. » Fait qu'elle a fait « Ah, OK, ben, si c'est une série que mon garçon aime, moi jouer là-dedans d'abord, tu sais. » Fait que... Effectivement, donc c'est peut-être ses petits-enfants qui aiment Clifford, M. Cleese. Donc, Clifford sur les écrans. Et en terminant, un autre film français, Profession du père, avec le comédien Benoît Poelvoorde. Je sais pas, je le prononce. Poelvoorde. L'acteur belge que j'adore. Et moi, je pensais que c'était une comédie en voyant l'affiche lorsque je l'avais croisé. Mais finalement, c'est plus un drame. Ben, je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux. Là, c'est une tragicomédie. Fait que, nous, souvent, on dit une comédie dramatique. Ben là, c'est comme un drame comique, mettons. C'est de Jean-Pierre Améris et c'est inspiré du roman de Sorge Chalandon. Puis en fait, je pense que Jean-Pierre Améris a adapté plusieurs des romans de Sorge. Il s'en cache pas que c'est son auteur favori. Alors, ça se passe en 1960, alors comme Belfast. Sauf que Belfast, c'était fin 60. Ici, on est au début 60 et on est à Lyon, en France. Alors, pour Émile, un jeune garçon de 12 ans, son père, c'est son héros. Il raconte des histoires incroyables là, sur son passé, qui était champion de judo, parachutiste, joueur de soccer, espion. Donc, lui, il le croit dur comme fer. Et étant aussi fasciné et fier, ben, il est prêt à suivre son père là, dans toutes les missions puis n'importe quoi qu'il va lui dire de faire, si on veut. Mais au fond, est-ce que tout ça est vrai? Puis est-ce qu'il pourrait le suivre trop loin, c'est-à-dire jusqu'à commettre un acte irréparable et quasiment un push politique à travers ça? C'est comme on dit, c'est plus... Quand tu le lis, ça peut avoir l'air comique et surtout Poelvoorde a fait quand même son lot de comédie, mais il est aussi capable, comme c'est arrivé près de chez vous, de témoigner d'une profondeur plus dramatique, si on veut. Fait que c'est un film qui a inspiré beaucoup le réalisateur Jean-Pierre Améris parce que ça y rappelle sa propre enfance. Dire que son père, il était pas mythomane non plus, mais c'était quelqu'un qui était très sec puis ordonné, puis qu'il fallait quand il rentre à la maison, il fallait que la maison soit nickel, sinon ça pouvait barder. Il savait un peu pas sur quel genre de père il allait tomber, puis je pense pas que c'était en lien avec une consommation d'alcool ou quoi que ce soit, ou d'abus, c'est juste que c'était quelqu'un de caractériel et strict, mais qui aimait jaser, puis tout. C'est juste qu'on dit, peut-être que c'est le clivage de l'enfance versus l'adulte, comme qui s'attend à parler à des adultes, mais c'est des enfants, fait qu'une fois de temps en temps, ils pètent une coche parce que c'est pas comme ça doit. Fait que il y a un peu ce traitement-là dans le film, mais là, on embarque, pas dans le suspense, mais un peu des machinations. Puis le film est aussi beaucoup se déroule sous le point de vue de l'enfant. Fait que Émile, le jeune garçon, il est dans tous les plans pour qu'on comprenne que c'est toujours de la manière que lui perçoit la situation, puis comment lui comprend ce qui se passe. Donc, Profession du père, film dans un autre registre. Comment dire ça? Ouais, c'est moins une sortie familiale, là, peut-être, là, où il faut que les enfants soient un petit peu plus vieux. Et c'est ce qui conclut les sorties et ce balado. La semaine prochaine, on vous parlera entre autres de Ghostbusters Afterlife, ou au Québec, c'est West Fantôme, l'au-delà. Tu penses c'est quoi le plus gros défi du film, Patrick? Penses-tu que pour Jason Reitman, d'ailleurs, qui reprend la franchise de son père, est-ce que c'est attirer des nouveaux fans ou combler les fans de la première époque? Écoute, à cette ère-ci assez toxique sur les réseaux sociaux, je pense que ça va être d'aller conquérir les anciens fans, là, de ne pas les décevoir parce que ce film-là est tellement attendu depuis je ne sais pas combien d'années. On pensait même que ça ne verrait jamais le jour. Donc, tu peux pas trop te planter, là, parce que je pense que les jeunes, peu importe, ils vont embarquer si le film est cool et tout ça. Puis avec les effets visuels d'aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent faire des choses vraiment magnifiques. Mais écoute, de ramener ces mythiques personnages-là, là,
Faut pas que tu te trompes. On a de La grosses pression est attentes énorme. ici Ouais. dans le studio. Fait que, ouais, on vous en parlera en plus long et en plus large, puis des autres essais qui ont été faits il y a quelques années, et etc. Alors, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire au balado au singulier à commercialmonciné.ca. Et comme à chaque semaine, on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors, merci Patrick. Bonne semaine de cinéma tout le monde.